bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver ici, enfin de faire connaissance plutôt ici, puisque c'est ma première vidéo pour cette plateforme Skepticon, donc je suis très heureux de rejoindre, même si voilà, j'ai un peu un complexe de, comment dire, il y a un nom pour ça, c'est-à-dire quand on se sent illégitime à faire un truc, mais c'est pas grave. Euh, Donc, comme vous pouvez le constater, je viens sur cette plateforme en toute naïveté, en tout amateurisme, et je vais présenter des contenus qui sont issus de ma pratique. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Benoît Mébec. Je suis auteur de BD, graphiste, illustrateur, et depuis quelques années, j'ai un parcours dans le domaine, on va dire, du scepticisme, de l'autodéfense intellectuelle, presque de la zététique, bien que je me considère pas du tout comme étant un zététicien, vu que je suis pas du tout un scientifique. Bon, j'ai quand même fait un bac D, à l'époque c'était sciences de la nature. Après j'ai fait un bac à 3, j'ai eu les deux, j'ai deux bacs, hein. Et c'est mon petit côté scientifique, voilà, c'est pour ça que je tenais à le préciser. Après j'ai fait des études d'art appliqué, donc rien à voir avec la science. Et puis je suis devenu rapidement graphiste, en fait je voulais faire de la bande dessinée, mais, mais je me suis dit, je vais faire du graphisme pour gagner un peu ma vie. Voilà. Et puis après, je me suis mis à la BD plus tard, en fait. Je me suis mis à la BD, en fait, aux approches de mes 40 ans, puisque je m'étais dit qu'il fallait quand même que je fasse ce que je voulais faire dans ma vie, arrivé à cet âge-là. Il y a des crises comme ça dans la vie. Et donc je m'y suis mis à l'occasion d'un travail sur les centres de rétention administrative pour migrants, puisque j'étais dans un collectif d'aide aux personnes sans papier, donc des migrants à qui l'administration ne veut pas donner de papier. Et on avait fait dans le cadre de ce collectif des visites au centre de rétention, dans le cadre d'une campagne Open Access Now qui visait à ouvrir les portes des citoyens au centre de rétention dans lesquels des gens sont enfermés sans avoir commis de crime ni de délit en leur nom. Alors tout ça, vous allez me dire, est très éloigné de la zététique. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle la zététique. Et l'esprit critique, alors c'est vraiment de l'esprit critique par contre, mais il y a des gens qui sont enfermés au nom des citoyens sans aucune raison rationnelle. Et ce manque de rationalité et cette instrumentalisation peut être incluse, si on a des critères pas trop restrictifs, dans l'autodéfense intellectuelle, ça je pense. Et dans la zététique, c'est un peu tiré par les cheveux. Vous voyez, j'ai l'habitude de tirer les cheveux, du coup il m'en reste moins. Donc, pourquoi je dis ça, que la défense des sans-papiers, ça peut être considéré comme de l'autodéfense intellectuelle. Parce qu'on nous présente les migrants comme des criminels, en fait. Ces gens sont criminalisés sans aucune raison. En fait, on nous dit que ça coûte cher, mais ce qui coûte cher, c'est pas de les accueillir, c'est de leur refuser l'accès à notre pays. Euh, Parce que, en fait, les gens qui viennent payent des impôts, parce qu'ils veulent travailler, en fait, ils viennent pour travailler, l'immense majorité, hein. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des... Mais en tout cas, moi, tous ceux que j'ai rencontrés et tous les témoignages... Alors, je sais qu'un témoignage, mon témoignage, particulièrement, n'est pas une preuve. Mais quand on a un grand nombre de témoignages, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que j'ai vu plein de gens qui m'ont tous dit la même chose, des migrants et des représentations d'associations, de représentants d'associations. Donc les gens, les migrants qui viennent dans des situations difficiles et tout, fuient des pays où il n'y a pas de travail et où il y a la guerre et tout, et ce qu'ils veulent, c'est s'intégrer et travailler. On les en empêche, donc on les empêche de payer des impôts et ce faisant d'enrichir notre pays. En plus, on a une démographie qui baisse, donc là, c'est des gens un peu jeunes. Voilà. Donc, en fait, et en plus, on dépense énormément d'argent pour les enfermer dans ces centres. Ça coûte très cher pour les accueillir dans des
dans des tribunaux administratifs pour décider que finalement on va pas leur accorder le statut de réfugié parce qu'on les croit pas sans aucune raison. Bon, donc on perd beaucoup d'argent et on perd aussi beaucoup d'occasions d'être humainement digne, mais ça c'est un autre problème. En faisant ça, sans aucune rationalité. Alors moi je suis pas scientifique, hein, je vous ai dit, donc tout ce que je dis ici, j'ai pas d'études scientifiques qui vous le prouvent. Donc dans une plateforme de zététique, vous pouvez me dire ah, c'est du bullshit. Vous aurez pas complètement raison parce que sans avoir fait d'études, j'ai vu pas mal de choses quand même, mais vous aurez pas tort non plus et vous pourrez très bien me dire que voilà. Mais moi je suis auteur de BD, je suis pas scientifique donc je fais pas d'études. Bon, de toute façon, c'est pas de ça que je voulais vous parler en fait. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé à m'intéresser au manque de rationalité par là. Et ensuite, quand j'ai fait ça, j'ai fait un livre jeunesse aussi sur le thème des migrants, qui s'appelle Coco au pays des toutous, qui raconte l'histoire d'un petit toutou, un petit cabot qui veut aller au pays des toutous, bref, pour les tout petits. Ça, il n'y a pas de zététique là-dedans, c'est juste une histoire. Ensuite, j'en avais marre de faire des trucs tristes, moi, parce que j'aime bien rigoler dans la vie. Donc je me suis dit, bah, je vais faire un truc plus ludique. J'aimais bien boire du vin. Donc je suis allé à la cave à vin de mon quartier, enfin à côté de chez moi, avec ma femme, on faisait des dégustations. Et voilà, des dégustations de vin le soir. Il y avait du vin. Alors le caviste était sympa, il nous faisait boire des vins conventionnels, puis des vins nature, puis des vins en biodynamie. On a discuté un peu de ce qu'était la biodynamie et tout ça. Et moi, ça m'intéresse bien parce que je suis un peu écolo dans l'âme, quoi, gauchiste, écolo, voilà. C'est limite islamo-gauche. Non, je suis athée en plus, mais non, pas islamo, hein, du coup, mais bon. Si j'étais pas athée, peut-être je serais islamo-gauchiste. Bref. Euh, donc la biodynamie, je trouve ça super cool. Ouais, c'est bien. C'est bon, en plus, on buvait des bons vins, voilà. Et le caviste recevait des vignerons, et voilà. Et qui expliquait comment ils faisaient en biodynamie. Alors bon, les zodiacs et tout, je trouve ça quand même bon, un peu bizarre. Hein. J'étais pas trop dans le délire zodiaque astral, quoi, pas du tout même. Mais bon, on nous parlait de la Lune, oui, alors la Lune éventuellement, pourquoi pas, ça pourrait avoir un effet sur les plantes, vu que ça a un effet, vous savez ce qu'on dit sur les marées, etc. Le caviste était fan de BD, et moi j'étais fan de vin, donc on était fait pour nous entendre. Et on est parti dans l'idée de faire une BD sur le vin, et lui voulait qu'on fasse une BD sur sa cave. Moi, je trouvais qu'il y avait peut-être des sujets plus rigolos à traiter que sa cave. Donc, j'ai commencé à enregistrer ce qui se passait dans sa cave avec mon petit téléphone. Et puis après, on s'est dit qu'on allait, en cherchant, on allait faire une BD sur le vin peut-être nature ou le vin en biodynamie. J'ai commencé à regarder ce que c'était la biodynamie, faire des recherches un peu plus poussées sur Internet. Je suis tombé sur le blog de Grégoire Perra, et là je suis tombé de ma chaise. Alors je sais pas, sans doute vous avez tous entendu parler de la biodynamie ici sur Skepticon. Donc j'ai découvert que c'était la branche agricole de l'association anthroposophique universelle, qui est un mouvement créé par Rudolf Steiner à la fin du 19e, et voilà, et que en fait ça faisait intervenir non seulement la lune, non seulement le zodiaque, mais aussi les anges, les êtres élémentaux, les lutins, c'est-à-dire les ondines, les gnomes, les salamandres et les sylphes, pour les 4 éléments des Grecs, là, vous savez, l'air, la terre, l'eau, feu et l'eau. Je ne les ai pas dit dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave. Et bref, j'ai bien creusé cette histoire de biodynamie. Alors là, dans une optique rationaliste, parce qu'en fait, dans ma tête, je suis très matérialiste, rationnel, presque bizarrement un esprit un peu carré, quoi, un peu scientifique. Je sais pas pourquoi. Et on est parti faire un peu un tour de France pour interviewer des gens. On a interviewé plein de gens, on a interviewé des viticulteurs
en biodynamie. On a interviewé des viticulteurs en cosmoculture, qui va encore un peu plus loin que la biodynamie. On a interviewé des scientifiques ou des pseudo-scientifiques. On a interviewé Claude et Lydia Bourguignon, qui avait une chaire de biologie des sols et, et qui travaillait, j'aurais dû réviser, pour cet institut, pour l'INRA, qu'ils ont quitté pour faire leur propre labo, parce qu'ils trouvaient que l'INRA était aux mains de l'agrochimie. Voilà, et qui sont tombés dans la biodynamie, qu'il était dès le départ, en fait. Donc je les ai interviewés. J'ai interviewé aussi le professeur Serralini, qui fait des dégustations de pesticides dans les vins et qui travaille avec des viticulteurs en biodynamie, que vous connaissez sans doute parce qu'il y a eu pas mal de polémiques à propos de lui sur notamment ses études sur le Roundup, les pesticides qu'il avait donnés aux rats qui développaient, prétendait-il, des tumeurs extraordinaires. Voilà, et puis j'ai interviewé Grégoire Perra, notamment, on est devenus amis. Bon, j'ai fait mes BD qui s'appellent Cosmo Bacchus. Me voilà ce soir devant vous pour vous parler de zététique, parce que là, avec Cosmo Bacchus, je suis tombé vraiment dans la zététique, hein, en plein dedans. Donc il y a mes BD que vous pouvez lire si vous le souhaitez, mais bon, j'ai quelques documents qui n'ont pas été exploités ou qui ont été exploités mais sous forme de bande dessinée et que je peux exploiter aussi en vidéo. Donc je vais dans les jours prochains, dans les semaines prochaines ou dans les mois prochains, vous proposer des contenus issus de mon enquête sur Cosmo Bacchus. Voilà. Donc ça, c'est ce que je prévois dans les mois prochains. Par contre, je ne vais pas faire ça régulièrement, je ne vais pas faire ça très souvent, ça va être un peu le bazar parce que j'ai plein d'activités et que la vidéo, ça prend du temps et que le montage vidéo, c'est compliqué et tout ça. Mais j'ai quand même l'intention de le faire. Voilà. Alors là, j'ai une BD qui va sortir prochainement après Cosmo Bacchus. Donc Cosmo Bacchus, c'est une trilogie, donc en 3 tomes, comme son nom l'indique. Le premier tome, c'est Lucifer, le deuxième tome, c'est Ahriman, le troisième tome, c'est Sorat. Ce sont les 3 démons de l'anthroposophie. Donc bon, pour le fun, Lucifer, c'est la folie mystique, en fait. C'est le démon qui tire l'être humain vers le haut, mais trop vers le haut et qui le détache des réalités physiques. Mais enfin, c'est mieux d'être proche de Lucifer parce que Lucifer, alors ça c'est Shadow Ombre qui me l'a dit, vous connaissez peut-être Shadow Ombre, sinon je vous invite à découvrir sa chaîne YouTube. Il a fait beaucoup de recherches beaucoup plus poussées que moi sur l'anthroposophie. Donc d'après Shadow Ombre, et c'est sourcé ce qu'il dit, Lucifer est considéré comme le Saint-Esprit, voilà, par Steiner et les anthroposophes. Ahriman, c'est le contraire, c'est le démon du vice, de la matérialité, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la cupidité. Donc lui, il vit plutôt sous la terre, il va vous tirer vers le bas et vous rendre complètement matérialiste, et puis vous transformerez en petit homoncule travaillant sous la terre pour Ahriman si vous vous livrez à lui. Donc si vous réfléchissez de façon trop intellectuelle, si vous faites des sciences, si vous faites de la technique. En fait, tout ce qui est technique, c'est ahrimanien. C'est pour ça que dans les écoles Steiner, Waldorf, qui sont les écoles dédiées à l'anthroposophie, enfin qui sont issues de l'anthroposophie, on évite d'apprendre des choses trop intellectuelles aux enfants parce que sinon ils deviennent ahrimaniens. Et là, leur âme est fichue. Le but de l'anthroposophie, c'est que l'être humain, au cours de ses incarnations, devienne une divinité. Donc, faut pas. Voilà. Entre les deux, normalement, c'est le Christ cosmique qui fait l'équilibre entre Lucifer et Ahriman. Le Christ cosmique, il habite dans le soleil. Voilà. Et oui, c'est la même entité spirituelle que Apollon. Mais oui. Mais si. Si. Eh bien, Yahvé, lui, il habite dans la lune, mais bon. Bref, et Sourate, c'est l'antéchrist. Alors lui, il est très très méchant, c'est lui qui va faire arriver
bientôt et qui va faire l'apocalypse. Et puis après, il y aura non, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais y passer des heures. En plus, voilà. En plus, ça serait un peu compliqué. Donc ça, c'est Cosmo Bacchus, 3 tomes. Bon, alors je me suis amusé à prendre les noms des démons de l'anthroposophie pour découper mon truc. Je le justifie hein, dans mes livres. Mais... Là, va bientôt sortir Citra ou Shamira, ou quand j'étais djihadiste. C'est un livre que j'ai fait d'après le témoignage d'une fille, donc témoignage réel d'une jeune fille de 18 ans qui est partie en Syrie après s'être mariée en ligne avec un djihadiste, quoi, et qui est parti en Syrie et qui en est revenu parce que ça lui a pas plu finalement, c'était pas ce qu'elle attendait et qui est revenu. Donc là, ce qui m'a intéressé, donc ça c'est un projet qui m'a été proposé par Séraphin Alava, qui est prof d'anthropologie, pas se tromper, pas d'anthroposophie, lui, d'anthropologie et de sociologie à la fac du Jean Jaurès, Toulouse 2, à Toulouse. Donc moi j'habite vers Toulouse, hein. Donc je l'ai rencontré comme ça par hasard, par une connaissance commune. Et lui, il fait plein de projets sur la radicalité violente, sur voilà les jeunes, la protection de la jeunesse par rapport à ces radicalités ou ces dérives sectaires, etc. Donc moi, ça m'intéressait de rentrer dans la tête de quelqu'un qui va partir en Syrie, quoi, parce qu'il est persuadé que c'est pour le bien. Alors voilà, ça c'est un mystère, ce qui se passe dans la tête des gens. Et pour moi, c'est de la zététique aussi, parce que pour comprendre les tenants ou les croyants dans une théorie ou dans une secte ou dans une religion qui part en vrille, comme l'islamisme radical et violent, eh ben, il faut essayer de comprendre ce qui se passe parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri, aussi raisonnable qu'on puisse être, on n'est pas à l'abri d'avoir un jour un truc qui nous entraîne comme ça. Et pour moi, c'est intéressant, c'est un travail de scepticisme, d'essayer de comprendre ces mécanismes-là, quoi. Pourquoi est-ce qu'on croit des choses comme ça qui sont pas prouvées, qui sont pas qui correspondent pas à la réalité de tous les jours qu'on peut voilà, mais qui correspondent pas non plus à ce qu'on peut trouver dans des recherches, mais en faisant d'autres recherches, voilà, comment ça se fait qu'on arrive à adhérer à des contenus délirants en fait. Voilà. Ça m'intéresse. Là, je suis parti dans un donc ça va sortir normalement le 25 mars. Je pense pas que je pourrais faire tellement de vidéos là-dessus. J'ai des vidéos par rapport à Cosmo Bacchus, mais là-dessus, j'avais un témoignage, je discutais avec Truc, j'avais de la documentation, mais j'aurais pas tellement matière à faire des vidéos sur Skepticon là-dessus. Par contre, j'ai un troisième projet que je suis en train de faire. Alors là, j'ai pas encore d'éditeur, donc je sais même pas si ça va se faire, mais j'ai vraiment bon espoir, qui est un projet que je fais avec un prof de fac encore, qui s'appelle Pascal Marchand, à la fac Toulouse 3, Paul Sabatier. Donc là, c'est plutôt une fac de sciences. Et c'est un projet d'épistémologie, parce que lui, il est prof de communication, histoire des idées, épistémologie. Donc là, c'est une BD qui va raconter l'histoire des idées scientifiques, en fait, depuis l'Antiquité, voilà, tout simplement, jusqu'au XXe siècle. C'est un projet un tout petit peu ambitieux. Et là, je pense qu'il va y avoir un site internet qui va être lié à ce truc-là. Et dans ce site internet, il y aura des vidéos, et ces vidéos, je pourrais vous les proposer en exclusivité sur Skepticon. Mais ça sera dans un futur assez lointain, hein. À vrai dire, je m'avance. Mais bon, je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer ça, même si c'est complètement chimérique, parce que si ça se trouve, ça se fera jamais. Mais enfin bon, je suis bien motivé pour faire des choses de ce style, ou des petites vidéos un peu graphiques, soit sur l'épistémologie, soit sur mes réflexions épistémiques, d'esprit critique. Mais bon,
Je vous dis, je suis pas scientifique, donc personnellement, ça peut être amusant, mais voilà. Je pourrais partager aussi des idées diverses et variées avec vous. Bon, bah finalement, une petite vidéo de 20 minutes pour vous présenter. La première vidéo, non, ça sera la deuxième, puisque en premier, je vais mettre celle-ci. Mais ça, c'est pas une vraie vidéo, c'est juste une présentation. La prochaine vidéo que je mettrai donc dans très peu de temps sur le site, ça sera une table ronde à la médiathèque intercommunale du Rouillaquet, donc entre Bordeaux et Angoulême, si on veut, qui s'est tenue le 5 octobre 2019. Alors celle-là, elle existe déjà sur YouTube, mais je trouve qu'elle est intéressante comme introduction à mon travail. C'est une table ronde que j'ai fait à propos de Cosmo Bacchus, à l'issue d'un festival de BD où j'étais invité, et où j'ai comme contradicteur, en l'occurrence, mais comme autre membre de la table ronde, alors une fille charmante dont j'ai oublié le nom, mais que je vais vous retrouver tout de suite, Justine Saint-Lô, qui a dessiné une BD sur le vin qui s'appelle Pur Jus. Alors elle, c'est vin nature, donc moi le vin nature, j'ai rien contre. Hein. Il n'y a pas de secte derrière, de dérive sectaire, ou de doctrine susceptible éventuellement de, je veux pas un procès, de mener vers quelques dérives occulto-spiritualistes. Voilà. Donc c'est un excellent bouquin sur le vin qui présente là. Et il y a un monsieur qu'on m'avait présenté comme un agriculteur qui fait du vin et du vin en biodynamie, et dont dont je me suis rendu compte après coup qu'il était président de la maison de l'agriculture biodynamique de Charente, qui est partenaire de la médiathèque où j'étais invité. Donc je crois que les gens qui m'avaient invité en fait n'avaient pas lu ma BD. Je crois qu'ils l'avaient pas lu parce qu'ils pensaient que je parlais de la biodynamie en bien. Ce qui n'est pas le cas. J'en parle pas en mal, mais j'en parle avec objectivité, ce qui est un problème pour les anthroposophes et les biodynamistes. Et donc, ça a été un petit peu, pas musclé, hein, on n'en est pas venu aux mains, ni même, on ne s'est même pas engueulé, mais c'était un débat intéressant. Donc, je vous le mets, voilà, en guise de première approche, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous souhaite une bonne vision de ma prochaine vidéo, que je vais poster coup sur coup avec celle-là, juste après. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.